Vous écoutez un balado signé Parc Canada. This podcast is also available in English. Bienvenue au tout premier épisode d'Interaction, un balado de Parc Canada. Au cours de notre première saison, nous vous ferons découvrir des espèces en péril, les animaux et les plantes qui sont à la risque de disparaître. Nous allons parler de plusieurs espèces intéressantes, dont le pin à écorce blanche, le carcajou, le martinet sombre, la petite chauve-souris brune et la truite fardée versant de l'ouest. Nous vous encourageons à aller écouter ces épisodes aussi, mais pour l'instant, allons à la découverte des ours. J'étais avec mon collègue Dylan et on parcourait une vallée à cheval pour faire du travail. Lui, c'est David Laskin, écologiste de la faune à Parc Canada. Il joue un rôle important dans la gestion et la protection de la faune dans les parcs nationaux Banff, Yoho et Kootenay. David s'occupe de bien des animaux, mais nous allons porter notre attention sur une espèce en particulier aujourd'hui, le grizzly. On a vu un grizzly au loin, au fond de la vallée. Il retournait des pierres et fouinait un peu partout, comme le font normalement les ours. Mais il était directement sur notre chemin, dans la direction qu'on devait prendre. La dernière chose qu'on voulait faire, c'était de déranger un ours en entrant soudainement dans sa bulle. Mais, en même temps, on avait du travail à faire plus loin dans la vallée. Pendant que je réfléchissais à la meilleure façon de passer discrètement, c'est là que Dylan a parlé à l'ours. « Excusez-nous, monsieur l'ours, mais on aurait besoin de passer. Ça prendra juste une seconde, désolé de vous déranger. » Mais tu sais, il ne disait pas vraiment ça pour plaisanter. C'était tellement sincère et ça a vraiment montré la déférence, la compréhension et le respect qu'ont envers les animaux avec qui on partage le parc. L'ours s'est avancé tranquillement dans la forêt et nous a laissé passer. Je ne vais jamais oublier ce moment-là. David, qu'est-ce qui t'a d'abord amené à étudier les grizzlies et à travailler avec eux? Je venais de terminer un cours avec un nouveau professeur qui ne supervisait pas encore des étudiants de cycle supérieur et il m'a offert de l'aider à cartographier l'habitat du grizzly en Alberta. C'était un projet de recherche très intéressant parce qu'il s'inscrivait dans un énorme effort multidisciplinaire pour étudier les ours et pour en faire un recensement, qui a finalement aidé à imposer un moratoire sur la chasse aux grizzlies en Alberta. C'est ce qui m'a amené à terminer mon doctorat en examinant la saisonnalité et les effets des changements climatiques sur les grizzlies et la façon dont ils utilisent leur habitat. En 2012, le grizzly a été inscrit à la liste des espèces préoccupantes en vertu de la loi sur les espèces en péril en raison du déclin de la population, comme la perte ou la fragmentation de l'habitat et les décès sur les routes et les voies ferrées. Les grizzlies sont sensibles à l'activité humaine et ne se reproduisent pas très rapidement. Il est donc difficile pour leur population de croître lorsque le nombre d'individus est faible. Ces ours ont besoin de notre aide. Tu sais, c'est vraiment tout un défi. On veut s'assurer que les humains et la faune peuvent profiter en toute sécurité de ces endroits exceptionnels que sont les parcs. Notre personnel joue un rôle d'intermédiaire entre les visiteurs et les ours en s'occupant des aspects sensibilisation, du public et sécurité. C'est un concept qui est parfois difficile à expliquer à quelqu'un qui arrive de l'autre bout du monde, dans le seul but de voir un ours. On contribue beaucoup mieux à la sécurité d'un ours en prenant rapidement une photo de lui et en reprenant la route qu'en s'arrêtant longuement pour l'observer dans sa voiture. Quand on prend un peu de temps pour expliquer aux visiteurs pourquoi c'est important de laisser aux ours leurs espaces, notre objectif est d'éviter que les grizzlies s'habituent aux gens et aux véhicules. Il y a souvent ce moment où ils réalisent qu'ils sont en quelque sorte des intendants et qu'ils jouent un rôle dans la conservation de cette ressource qu'est le parc. Mais au-delà de nos efforts de sensibilisation, on a recours à des mesures d'atténuation plus vastes pour réduire les conflits. Il y a notamment l'étude de ce micro-habitat, l'habitat des ours. Ils aiment les zones plus ouvertes et récemment perturbées, à l'opposé de la forêt que nous associons aujourd'hui à la vallée de la Pau, une forêt mature d'épinettes et de pins qui n'a pas toujours existé, ou du moins qui n'a pas toujours été aussi dense. Les feux n'étaient pas rares dans le secteur, et cette perturbation entraînait la croissance de beaucoup de végétation, un élément clé de l'alimentation des ours. Mais il n'y a plus autant de feux maintenant. C'est pour ça que les ours traînent au bord des routes. C'est dans ce contexte qu'on a réalisé une étude où on a intentionnellement enlevé des parcelles de forêt. On voulait simuler cette perturbation naturelle et éclaircir des espaces dans des secteurs un peu plus éloignés de la promenade de la vallée de la Pau. L'idée était que les ours seraient attirés par ces refuges, loin des secteurs utilisés par les humains.
Quand l'équipe crée ces espaces ouverts, est-ce qu'elle travaille avec l'équipe des brûlages dirigés ou est-ce qu'elle réalise des activités d'éclaircissage manuel? À quoi ressemblent ces interventions? À cet endroit particulier, les conditions doivent être optimales pour utiliser le feu, surtout dans la forêt mature. Ça a donc été un éclaircissage réalisé par nos équipes de gestion de feu et de la végétation. Et elles ont fait un très bon travail. Donc, on a maintenant un habitat qui a été éclairci, mais pour vraiment comprendre et observer comment les ours l'utilisent, est-ce qu'il faut leur mettre un collier émetteur pour les surveiller? À quoi ressemble cet équipement? Maintenant qu'on dispose de ces parcelles, de petits refuges attrayants dans un habitat de qualité, on veut savoir comment les ours interagissent avec elles. Pour ce faire, on doit poser des colliers GPS sur les ours pour savoir où ils sont à tout moment. Mais David, comment est-ce qu'on met un collier sur un ours? Ça prend des personnes très courageuses. En réalité, on utilise des pièges de style ponceau. En fait, c'est comme un gros tube en aluminium de la taille d'un ours qu'on place dans un endroit discret et on sait que des ours vont passer, le long de trajets qu'ils empruntent souvent. On essaie de les piéger au printemps et à l'automne quand elles sont un peu plus audacieux. Lorsque les ours sortent de leur hibernation ou se préparent à l'hibernation, quand leur désir d'intégrer des calories l'emporte sur le bon jugement, on profite de ce phénomène en les piégeant pendant cette période. Ce sont des animaux intelligents et pour les attirer dans un piège, on a besoin de toute l'aide possible. On utilise des animaux tués sur la route ou des parties de ces animaux comme appât dans le piège. Mais ce n'est pas tout. On ajoute un autre appât pour répandre une odeur délicieuse, un mélange de sang de vache putride mélangé à de la farine de poisson. Ah, c'est un souper presque parfait pour un ours, ça. Oui, c'est toute une concoction. Mais c'est ce qui crée la plus forte odeur. Le piège est équipé de caméras et des membres de notre équipe est immédiatement avisé lorsque la porte se referme pour réduire au minimum le temps qu'un ours passe dans le ponceau. On se rend sur place dès que possible. Et c'est à ce moment-là qu'on administre un tranquillisant chimique pour immobiliser l'ours. On met le collier en veillant à ce qu'il ne soit pas trop serré. Après ça, il ne reste plus qu'à activer l'émetteur. Est-ce qu'il y arrive que les colliers tombent ou ils sont plutôt robustes? Eh bien, on a seulement besoin d'une certaine quantité de données. On défait donc le collier à distance en envoyant un signal à ce collier en particulier. Il se détache alors tout seul et on va le chercher longtemps après que l'ours soit parti. Rien n'est plus excitant que d'apercevoir des animaux sauvages dans le parc national, mais il est important de savoir quoi faire lors d'une telle rencontre pour assurer votre sécurité et leur chance de survie. Donnez-leur de l'espace. Si vous partez en randonnée, marchez en groupe, restez vigilants, faites du bruit, transportez du gaz poivré et sachez vous en servir. Beaux gestes comptent. Quand vous quittez un parc national, laissez derrière vous un endroit sauvage. Informez-vous à parccanada.ca/la loi de la faune. En 2020, il y avait environ 60 à 80 grizzlies dans le parc national Banff et 25 à 30 dans les parcs nationaux Yoho et Kootenay. Cependant, ces données ne sont que des estimations. David et son équipe veulent avoir une meilleure idée du nombre de grizzlies dans les parcs et, pour ce faire, ils planifient une étude sur les tendances des populations. En d'autres mots, ils tenteront de faire un recensement de tous les ours. Si on fait ça à intervalles réguliers, on peut commencer à composer les recensements d'année en année. On aura alors une meilleure idée des tendances qui touchent la population au fil du temps. Quelle méthode utilise-t-on pour estimer le nombre de grizzlies dans le parc? On a aménagé des sites de prélèvement de fourrure, aussi appelés des arbres frottoirs, un peu partout dans le parc. On a tous vu des photos d'ours qui se frottent sur les arbres. On y pose donc du fil barbelé pour recueillir des touffes de poils. À partir de ces échantillons, on peut obtenir de l'ADN et avoir une meilleure idée de la fréquence des visites d'un ours en particulier. OK. Donc, à partir de cet ADN, on peut identifier les ours et faire un suivi de leur déplacement à travers les divers secteurs et le paysage. Oui, exactement. Tous les travaux réalisés par Parc Canada pour protéger, surveiller et rétablir les populations de grizzlies aident non seulement cette espèce, mais apportent aussi de nombreux avantages pour notre environnement. Les grizzlies jouent un rôle important dans l'écosystème en interagissant avec un grand nombre de plantes et d'animaux. On les considère comme une espèce clé de voûte. Toutes les espèces sont importantes, mais quand on parle d'espèces clés de voûte, on fait référence à des espèces qui ont une incidence disproportionnée sur l'écosystème. Imaginez une voûte faite en pierre.
Il y a toujours un bloc en forme de trapèze au milieu qui tient toutes les autres pierres en place, et ça, c'est la clé de voûte. Si vous la retirez, tout dégringole. Le grizzly peut être considéré comme une espèce clé de voûte parce que son domaine vital est immense. Il occupe un vaste territoire. Quand on n'observe pas de grizzly dans une région, on sait que quelque chose cloche. Si tu avais une seule chose à communiquer à propos des grizzlies, qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il y a un message en particulier sur lequel on devrait mettre l'accent? Je pense que les grizzlies méritent notre respect plutôt que de notre peur. Beaucoup de personnes s'empêchent de vivre des expériences agréables en plein air parce qu'elles ont trop peur des ours. Mais c'est en s'informant mieux sur les grizzlies et leur comportement qu'on peut surmonter cette crainte et adopter des pratiques sécuritaires en randonnée. Par exemple, le fait de faire du bruit quand on se promène en forêt réduira les chances de faire une rencontre imprévue avec un ours. Depuis longtemps, il y a cette croyance que les humains et les grizzlies ne peuvent pas coexister dans le même paysage. Mais c'est faux. Et on le sait parce qu'on étudie leur biologie et leur comportement depuis des années. Penses-tu que les ours risquent de disparaître à l'avenir? C'est difficile de prédire comment les ours vont s'en tirer dans le territoire. Ce sont des généralistes. Les plantes composent 90 de leur régime. Les grizzlies des Rocheuses n'ont pas accès à l'océan et ne mangent donc pas de saumon. Ils doivent passer beaucoup de temps à manger différents types de plantes à divers moments de leur cycle de vie. La saison des baies, c'est un peu leur temps des fêtes. C'est l'événement calorique de l'année. Les changements climatiques risquent de toucher le taux de croissance des plantes et on remarque déjà que le printemps arrive de plus en plus tôt chaque année. On peut s'attendre à ce que les grizzlies ne se déplacent plus aux mêmes endroits qu'auparavant, ce qui peut compliquer notre mission de conservation. Un certain nombre de défis nous attendent, mais nous nous préparons à y faire face en réalisant des recherches, en collaborant et en adaptant nos pratiques de gestion en fonction des meilleurs renseignements dont nous disposons. David m'a indiqué qu'on observe de plus en plus d'ours dans la région. J'espère que cette tendance se maintiendra, mais je pense que c'est important de se souvenir de ce qui est en jeu si ce n'est pas le cas. On pourrait aussi parler de la perte d'un symbole. Une perte énorme pour nous, les humains. Le grizzly est un symbole de l'état sauvage. C'est un animal révéré et respecté, qui représente nos espaces naturels. Sa perte aurait un impact sur beaucoup plus que nos écosystèmes. Faites un voyage qu'ils n'oublieront jamais. Cet été, réservez une randonnée guidée de Parc Canada au glacier Stanley et tenez un fossile de 500 millions d'années. Cette randonnée familiale est idéale pour en apprendre sur les fossiles des schistes argileux de Burgess. Traversez une forêt brûlée où poussent des fleurs sauvages, une rivière aux eaux turquoises et admirez la vue sur le glacier Stanley. Visitez parccanada.ca/schiste-Burgess pour en savoir plus et réserver votre prochaine aventure.